S'intéresser au conflit du Moyen-Orient entre 1948 à 1970 est un sujet extrêmement complexe. En effet, il articule des enjeux nationaux, régionaux et internationaux. Il est intéressant de se rendre compte que les tensions actuelles au Moyen-Orient résultent toujours des conflits qui ont émergé à cette période. On peut donc se demander pour quelles raisons ces conflits se sont développés et quelles sont les conséquences. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux causes de ces conflits, puis nous allons étudier le déroulement qui, lui, nous permettra de mieux comprendre ce qu'il se passe réellement. Et enfin, nous allons étudier les conséquences. Avant de rentrer dans le sujet, regardons de plus près les événements sur une frise chronologique. Ce conflit débute avec le plan de partage de l'ONU sur le territoire palestinien le 29 novembre 1947, mais ce plan de partage a aussi permis l'internationalisation de Jérusalem, qui lui est une ville sacrée pour les trois grandes religions monothéistes. Les tensions ont débuté dès le lendemain du plan de partage, ce qui a provoqué la mort d'environ de 2000 personnes. La première guerre israélo-arabe éclate. Quelques mois plus tard, le vendredi 14 mai 1948, le mandat britannique prend fin et les troupes quittent la Terre Sainte. À 16 heures, soit 8 heures avant la fin officielle du mandat, la naissance de l'État hébreu est proclamée à Tel Aviv par David Ben-Gurion, alors président du Conseil national juif. Le 11 mai 1949, l'Israël devient membre de l'ONU et dans la même année, le 14 décembre, l'Israël déclare Jérusalem comme sa propre capitale. Il justifie cet acte en disant que cela est impossible de séparer Jérusalem de ce pays. Alors la première guerre israélo-arabe rencontre une césure, sans tout pour autant l'arrêt total des conflits et des tensions. Après la mise en place de plusieurs choses comme la nationalisation du canal de Suez en octobre 1956, Israël se retrouve en guerre. C'est la seconde guerre de cette période. Elle dure environ un mois et qu'au final, l'Israël retrouve ses frontières de 1949. Depuis la première guerre de 1948-1949, les tensions n'ont jamais cessé entre la Ligue arabe et l'Israël sous forme d'incidents frontaliers donnant lieu à des représailles. Fin 1966, les tensions s'intensifient entre la Syrie et l'Israël. Le 7 avril 1967, Israël lance une bataille aérienne contre la Syrie au cours de laquelle des avions syriens sont abattus. En sursoir, la guerre des 6 jours éclate le 5 avril 1967 et s'est achevée le 10 juin de la même année. Cette guerre opposait l'Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Une guerre qui fut déclenchée comme une attaque préventive d'Israël contre l'Égypte à la suite du blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens par l'Égypte le 23 mai 1967. Après quelques années, éclate la quatrième et la dernière guerre de cette période, la guerre de Kippour, qui débuta le 6 octobre 1972 et qui prit fin le 25 octobre. Dorénavant, nous allons poursuivre avec les traités et les acteurs impliqués dans ce sujet. Commençons alors par Théodore Lessiunis, qui était un journaliste et écrivain austro-hongrois. Il était surnommé Knozec Hamidihna, ce qui signifie le visionnaire de l'État, car Théodore était le premier contemporain qui avait œuvré à la création d'un État juif. Il est né le 2 mai 1860 à Pest et est mort lorsqu'il avait 44 ans, le 3 juillet 1904. Il était surtout connu comme le fondateur du mouvement sioniste au congrès de Bâle en 1887 et il est également le fondateur du Fonds pour l'implantation juive, c'est-à-dire la première banque sioniste créée à son initiative à Londres en mars 1899 pour l'achat des terres palestines à l'Empire ottoman. Il est l'un des premiers à mettre en place l'idée d'un État autonome juif. Continuons alors avec David Ben-Gurion, qui est né le 16 octobre 1886 et mort le 1er décembre 1913. C'était un homme d'État israélien et dirigeant sioniste. En 1930, il participe à la fondation du Mapai, une parti politique israélien du centre-gauche. Par la suite devenu le Parti travailliste israélien qui dirige la communauté juive de Palestine à l'époque du mandat britannique, puis l'État d'Israël durant 3 premières décennies de son existence. Il est le fondateur de l'État d'Israël dont il proclame l'indépendance le 14 mai 1948. Ensuite, il devient le premier ministre du pays de 1948 à 1954
et de 1955 à 1963. Ensuite, le 2 novembre 1917, en pleine guerre mondiale, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, publie une lettre où il indique que son gouvernement est disposé à créer en Palestine un foyer national juif. C'est la déclaration de Balfour. Elle est adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, personnalité éminente de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. Cette déclaration est considérée comme une des premières étapes de la création de l'État d'Israël. Après, nous avons le plan de partage de l'ONU du 29 novembre 1947 qui divise la Palestine en un État juif et un État arabe. Malgré l'opposition arabe le 29 novembre 1949, l'Assemblée générale adopte le plan de partage de la Palestine en deux États et Jérusalem et sa région sont placés sous administration de l'ONU. 33 pays votent pour la résolution des pays tels que l'Afrique du Sud, l'Australie, la Belgique, la Bolivie ou encore le Brésil. 13 pays votent contre, on peut citer l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Cuba, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, l'Iran et l'Irak. Il y a également des pays qui se sont abstenus. On peut retrouver l'Argentine, la Chili, la Chine, la Colombie ou encore l'Éthiopie. Pour finir, nous avons la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël qui a lieu le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine. C'est l'annonce officielle de la naissance d'un État juif en terre d'Israël. Les noms de Palestine mandataire ou Palestine sous mandat britannique désignent le statut politique proposé par la Société des Nations en 1920, mandat établi à partir de 1923 pour le territoire de la Palestine antérieurement partie de l'Empire ottoman. Alors dans cette partie, nous allons voir les principaux causes de cette guerre. On peut déjà constater que la mise en place de certains traités joue un rôle décisif dans les débuts de cette guerre du Moyen-Orient. Par exemple, la fin du mandat britannique qui a été aboli un jour après la création de l'État d'Israël a été vue comme une trahison par les Arabes. Après, nous avons le plan de partage de l'ONU qui a été l'un des facteurs les plus importants de ce conflit. En effet, car les Arabes ont trouvé que ce plan de partage manquait d'équité. Alors on a ensuite la culture et la religion. Comme aujourd'hui et dans le passé, les guerres de religion ne se finissent pas et ce sont les plus difficiles à gérer. Dans notre cas, les Palestiniens sont majoritairement musulmans, tandis que les Israéliens plutôt juifs. Et la différence de ces religions entre ces deux peuples a été une source de conflit. À cela s'ajoute la migration massive de juifs pour éviter la Shoah. Donc nous avons ici des éléments de tension bien avant le plan de partage de l'ONU. Ensuite, nous avons la guerre des 6 jours, qui est une guerre menée en juin 1967 par l'État d'Israël pour se défendre contre ses pays voisins arabes, à savoir l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Elle se termine par une victoire écrasante de l'Israël qui occupe alors la presqu'île du Sinaï en 1979, la Cisjordanie et le plateau de Golan. Alors, la cause de cette guerre est le fait que le président égyptien Gamal Abdel Nasser obtient le départ des soldats de l'ONU chargés de veiller à la sécurité du canal de Suez. Puis progressivement, l'Égypte fait le blocus du détroit de Tiran qui ferme le golfe d'Aqaba en mer Rouge. Or, ce passage est essentiel au ravitaillement d'Israël. De plus, les différentes troupes de la résistance armée palestinienne attaquent l'Israël à partir des bases situées dans le territoire égyptien, jordanien et syrien. Pour cette raison, Israël entame une attaque préventive contre les pays arabes voisins le 5 juin 1967. Alors cette guerre, c'est la troisième guerre israélo-arabe. Le premier jour de la guerre, l'Israël lance une attaque sur les bases aériennes d'Égypte, là où se retrouvaient les principaux escadrons aériens, détruisant de 300 à 340 avions au sol. Après cette attaque et suite aux alliances signées par l'Égypte avec la Syrie et la Jordanie, celle-ci entre aussitôt en guerre contre l'Israël. La guerre, comme son nom l'indique, dure 6 jours et s'est soldée par la victoire écrasante d'Israël. L'armée syrienne a conquis le plateau de Golan, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie et Jérusalem. Du coup, la guerre se termine le 10 juin par un cessez-le-feu israélo-syrien
Alors les pertes humaines sont lourdes, notamment pour les pays arabes, avec 20 000 morts pour l'Égypte, 6 000 pour la Jordanie et 500 pour la Syrie, contre 700 hommes morts pour l'Israël. Alors pour finir, on sait qu'environ 350 000 Palestiniens fuient ces territoires, dont l'occupation est condamnée par les résolutions 242 du Conseil de sécurité. Après quelques années, le 6 octobre 1973, l'armée égyptienne franchit le canal de Suez à la faveur de la fête juive de Yom Kippour, le grand patron pendant laquelle se recueillent beaucoup d'Israéliens. Son armée ne compte pas moins de 1500 chars, 222 bombardiers et près de 300 000 hommes. Elle prend en cachette les troupes israéliennes qui stationnent dans le Sinaï, puis leur victoire triomphale de juin 1967. Les alliés syriens de l'Égypte d'environ 100 000 hommes lancent au même moment 3 divisions blindées et 1000 chars sur le plateau du Golan, également occupé par les Israéliens depuis 1967. En 4 jours, ils s'emparent du mont Hermon et de la ville de Kouanaïtra. Ayant succédé à la tête de l'Égypte au prestigieux Nasser, le président Anouar el-Sadat a pris l'initiative de la guerre pour venger les Arabes de leur humiliation passée et consolider la légitimité auprès de ses concitoyens. C'est la 4e fois que se battent les armées arabes et israéliennes après la guerre de 1948, consécutive à la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, l'ONU, l'opération israélo-franco-britannique en 1956 et la guerre des 6 jours en 1967. Le gouvernement israélien est dirigé par Golda Meir. Le premier ministre de la guerre est le général Moshe Dayan, auréolé par la victoire éclair des 6 jours. Craignant l'opprobre international, le gouvernement n'a pas voulu prévenir l'offensive égyptienne. Quand survient celle-ci, les Israéliens éprouvent du coup la plus grande peur, mais ils reprennent rapidement leur esprit et jettent toute leur force dans la bataille. Ils ripostent aux Syriens avec leurs chars, anéantissant l'aviation ennemie et s'engageant sur la route de Damas, la capitale syrienne. Le 16 octobre, les troupes blindées du général Ariel Sharon encerclent la 3e armée égyptienne qui s'était trop vite aventurée de l'autre côté du canal dans la péninsule du Sinaï. La plupart des chars égyptiens sont détruits, les pertes humaines du côté arabe ne sont pas chiffrées. Quant à eux, les Israéliens, il y a eu environ 3000 morts. Le 23 octobre, l'Égypte accepte le cessez-le-feu après l'ONU à New York eut appelé les belligérants à négocier. C'est la résolution 338 du Conseil de sécurité. La Syrie l'accepte à son tour le lendemain, mais seul l'Irak refuse toute négociation. Le 11 novembre, les Israéliens et les Égyptiens signent un accord au kilomètre 111, suite auquel ils reviennent sur leur position d'avant le conflit. Malgré la défaite des armées égyptiennes et syriennes sur le terrain, Sadat a fait peur aux Israéliens et mobilisé les peuples arabes en sa faveur. Il va tirer parti de son relatif triomphe pour engager la tête haute des négociations de paix avec l'ennemi juré. Pour en conclure, nous pouvons dire que les dégâts sont immenses et ne cessent de s'arrêter. Aujourd'hui, même si l'Israël est encerclé de peuples arabes, il faut savoir que c'est un État très puissant, avec sur ses côtés l'Amérique et l'Angleterre. Dans les 20 dernières années, on compte 7 398 morts pour la Palestine et 1493 pour l'Israël. De plus, il y a les dégâts d'infrastructures, de pauvreté, de la famine et de la migration, notamment vers la Turquie, pour aller ensuite vers l'Europe. Pour finir, il est aussi important de rajouter le plan religieux sur ce conflit, car d'après la Torah, si les Juifs récupèrent un nombre de terrains requis, le Messie ressuscitera. Voilà pourquoi cela semble un sujet qui ne s'arrête pas du jour au lendemain, tant que les sionistes n'auront pas ce qu'ils doivent avoir.